Il était une fois un vieux couple heureux, Mohammed Khairdin. Afin de frapper de mots insolites ses habitants. Comme par hasard, les premières automobiles firent aussi leur apparition. L'ancienne piste fut prolongée de quelques kilomètres pour permettre aux nouveaux riches de se rendre jusqu'à chez eux au volant de leur véhicule. Ils payèrent eux-mêmes des terrassiers qui travaillèrent sans relâche au déblayement du terrain propre à ce tracé. Petit à petit, l'aspect des lieux changeait. Les anciennes maisons désertées commençaient à se ruiner. Une pierre tombait, une autre suivait, puis les murs cédaient sous le poids des poutres. Les maisons qui se trouvaient tout en haut du village furent les premières à subir les conséquences directes de cette modernité qui était entrée ici du jour au lendemain, sans cri et gare. Des pompes à eau arrivèrent en même temps. On entendait partout leurs pétarades. Les femmes ne s'épuisaient plus à tirer l'eau du puits à la force du poignet pour irriguer le potager. Les postes de radio inexistants jusque-là cacophonèrent la nuit, couvrant de leur grésillement les bruits naturels des champs. Le vieux couple assista sans tristesse à ces événements insidieux qui allaient transformer de fond en comble le paysage. Boucheib ne se plaignit pas même de l'intempestive intrusion des radios, car ceux qui en possédaient habitaient loin de chez lui. Son havre était resté aussi calme qu'auparavant. En fait, rien ne le gênait de ce qui venait du nord, bien qu'il continuait à se rendre au souk à Dodane alors que les bus faisaient la navette. « Je suis le gardien de la tradition », disait-il quand on abordait ce sujet en sa présence, et il ajoutait aussitôt « Tout évolue, sauf les mentalités. L'ennuyeux, c'est qu'elles ont plutôt tendance à empirer. » Il n'était d'ailleurs pas le seul à se rendre au souk à Dodane. En suivant les lacets sinueux du chemin muletier à travers la montagne en lieu de la route qui empruntait le cours de la vallée. 2 fois plus long que ce parcours ancestral. Il y en avait même qui faisaient tout ce chemin à pied. Il fallait seulement se lever tôt et prendre la route pour arriver à destination avant l'embrasement du jour. À partir de 10 heures, en effet, c'était déjà la fournaise. Les roches étaient si chauffées que tout ce lieu chaotique irradiait une énergie insupportable. Les bêtes sauvages elles-mêmes préféraient l'obscurité profonde des grottes et des anfractuosités à la lumière aveuglante et torride du jour. Chemin faisant, c'était toute une expédition. Les voyageurs échangeaient des informations utiles, s'enquéraient du sort de l'un ou de l'autre. Bref, à aucun moment on ne s'ennuyait, on plaisantait même. « Hé, Moussa, as-tu vu ton si joli turban tout neuf? Waouh, qu'a-t-il donc mon turban? Il est si beau qu'il plaît aux mouches. Ils font le voyage gratis là-dessus. Bah, les mouches voyagent comme nous. » Et l'on riait. L'heure passée, au souk, on se séparait, mais à midi, on se retrouvait à la même gargote autour du même tagine de bouc. Une viande succulente, car ces bêtes ne consommaient pas de déchets, mais les herbes et les aromates de la montagne. Le soir, avant la nuit, on rentrait au village en groupe. Ce n'était pas fatigant. Ainsi, pour certains, prendre le car pour gagner du temps ne valait pas le coup. Il y aura toujours des cheminots, il y aura toujours des amoureux de la montagne, répétait le vieux, à qui voulait l'entendre. Mais la plupart des jeunes avaient maintenant des bicyclettes et même des vélomoteurs. D'autres prenaient le car. Seuls les plus endurcis se retrouvaient entre eux une fois par semaine sur le même chemin de la montagne.
Ils étaient heureux de leur sort et n'enviaient pas les autres. Que le monde évolue ou craque, ça ne nous dérange pas. Nous sommes tout à fait libres de nos mouvements. Quant aux autres, si le quart les laisse en plan, ils se voient contraints de passer la nuit au souk dans une grotte ou à la belle étoile. Des années passèrent donc ainsi, apportant chacune plusieurs changements. Cependant, les familles continuaient à cultiver la terre, à entretenir les arbres, à battre le blé où l'orge en était. Ils avaient encore des ânes, des mules et des vaches. La pluie était au rendez-vous. La sécheresse et la désertification n'étaient pas encore signalées. Les grandes calamités qui faisaient peur aux gens du Sahel et aux Prissariens étaient encore loin. Au souk, on n'achetait pas de légumes, car on en produisait chez soi. En revanche, on s'y approvisionnait en produits essentiels comme le pétrole lampant, le carbure de calcium, le thé vert, seul le vieux n'en achetait pas, le sucre, le sel, la viande, les dattes et d'autres produits inexistants en village tels que le tabac, le henné, les ustensiles manufacturés, etc. Et même lorsqu'une boutique s'ouvrit au village tout près d'un sanctuaire vénéré et tout à côté de la seule médersa de la région, même alors, on allait encore au souk. Car c'était là qu'affluaient les marchandises innombrables et variées qui venaient du nord. On avait le choix et l'on marchandait fermement, faisant parfois tomber le prix d'une chose de moitié, ce qui plaisait même aux marchands, qui méprisaient visiblement ceux qui payaient sans discussion préalable. Au souk, on pouvait aussi se faire un djellaba, une gandora et des souliers sur mesure. Bref, ce grand marché hebdomadaire avait toujours été indispensable à l'équilibre économique de la région. Aussi venait-on de loin pour y vaquer à ses affaires. Au village, une petite minoterie commença de fonctionner. Les femmes qui jusque-là moulaient l'orge chez elles ne tardèrent pas à prendre l'habitude d'y aller. Seule la vieille épouse de Bouchaïb continuait de moudre ses céréales à la maison. Elle trouvait, disait-elle, plus de goût à la farine qu'elle produisait elle-même. « Mais tu te fatigues, objectait le vieux. « Oh non, ça me maintient en forme, au contraire. Regarde donc les autres, elles vieillissent plus vite que moi parce qu'elles ont de moins en moins à faire. Et quand elles s'installent chez leur mari en ville, elles restent enfermées, grossissent à force d'inactivité et de mangeailles graisseuses. Et elles tombent malades. Je plains ces époux qui se ruinent à payer des médecins et des médicaments. Que ne les ont-ils donc pas laissés tranquilles ici? Chacun a son point de vue. Le tien n'est pas digne de sens, mais ces femmes se vantent de vivre mieux en ville qu'ici. Là-bas, elles portent de l'or. N'as-tu pas vu qu'elles ressemblent à des bijouteries ambulantes? Si un voleur les dépouillait, ce serait un homme riche. Tout ça, c'est du tape à l'œil, dit la vieille. Des tapes à l'œil? Eh, c'est de l'or. Ce nom est trébuchant. Je te répète que ces parvenus portent sur elles de vraies fortunes. As-tu toi un seul bijou en or? Non. Eh bien, tu vois la différence? Non, je ne vois pas. Je suis mieux ainsi. Pourquoi m'exhiber comme une moins que rien? C'est de la vanité, de l'ostentation, que sais-je? Je n'ai jamais eu que des bijoux en argent pur. C'est noble et c'est berbère. D'ailleurs, j'ai des pièces rares qui valent plus cher qu'un bijou en or tout neuf. Mes parures ont une histoire, tandis que porte ces parvenus, comme tu dis, n'en a aucune. Est-ce vrai? Certes. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes les garants de la tradition. Mais veille bien sur ces pièces d'argent.
Il y a des trafiquants d'objets rares partout. Tout quitte le pays, s'en va ailleurs, on ne sait jamais comment. Même les anciens coffres de bois, il faut se méfier des camelots qui passent. Ce sont des pilleurs de patrimoine, des rapaces et des menteurs. Ne leur montre surtout pas ce que tu possèdes. Ils seraient capables de te saigner pour l'avoir. Des mécréants, maudits soient-ils. Des camelots passaient dans tous les villages de la région et, comptant sur l'ignorance des femmes, elles acquéraient à des prix vils des bijoux rares et d'autres objets d'art, qu'ils revendaient cher à des collectionneurs étrangers. On retrouvait ainsi les antiquaires d'Europe de pièces en provenance du Sud. Il y avait pire, certains guides touristiques n'hésitaient pas à se transformer en trafiquants. Ils vendaient même les vieux coffres précieux légués par leurs ancêtres. D'autres violaient carrément les vestiges archéologiques. Et tel bloc erratique qui portait quelques gravures mythiques fut souvent la proie des vandales qui en emportèrent des morceaux en ayant bien entendu détérioré l'ensemble. De sorte que ce témoignage unique, mutilé, demeure à jamais informe. Boucheib avait donc 1000 raisons de mettre en garde son épouse contre les camelots et leur engeance. Un de ses amis, qui voyageait beaucoup, lui avait offert une pièce de monnaie d'argent frappée sous le règne de Moulay Hassan Ier. Il l'avait acquise au marché aux puces de la porte de Clignancourt à Paris. Le vieux apprit aussi que des sacs de ces pièces avaient pris depuis longtemps la route d'Europe. On n'en retrouvait plus que dans les anciens colliers des femmes de l'Anti-Atlas. Les mères transmettaient à leurs filles ces colliers sacrés de génération en génération. Eh, c'est que des bandits d'un genre nouveau sont apparus depuis l'indépendance. Il faut se méfier, femme. Je n'ouvre jamais ma porte aux camelots. Je suis prudente, moi. C'est bon. Je disais cela pour que tu saches que les temps ont changé. Il y a plus de grédins qu'avant. Un bandit d'autrefois était plus honorable que la crapule de nos jours. Dieu seul sait où l'on va. Les gens ne sont plus eux-mêmes. Ils ne respectent plus que l'argent, l'argent, encore l'argent. Ils vendraient tout pour de l'argent. C'est le culte du veau d'or. Comme les choses vont vite, le monde court à sa perte. On va bientôt renier père et mère pour de l'or. Mais les biens de ce monde ne sont pas durables, ils sont périssables comme le monde. Seule compte la foi inébranlable des anciens. Là-dessus, on passait à autre chose. Le vieux couple assistait au changement rapide, sans en prendre ombrage. Cela ne l'intéressait pas apparemment. D'autres maudissaient ces temps nouveaux, cette jeunesse dépravée, qui n'allait plus à la mosquée et qui osait s'affranchir des vieux interdits en introduisant l'alcool et autres produits prohibés dans le village. En plein été, un vieux bonhomme avait remonté d'un puits une caisse de bière, croyant que c'était de la limonade. Il en but une, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à l'ivresse. À son habitude, il se rendait à la mosquée pour la prière, mais là, il fit scandale. Il blasphéma et traita durement l'imam, les ancêtres et le prophète. Plus tard, on découvrit la raison de sa brusque folie et on lui pardonna, mais on dut le soigner, car cette cuite l'avait rendu malade. On sut que c'étaient des jeunes gens du village, en vacances d'été, qui avaient mis la caisse de bière à rafraîchir dans le puits. Mais le vieillard l'avait récupérée avant eux. Cette histoire fit rire le vieux couple, qui trouvait finalement beaucoup d'esprit à ces genoux, nés ici, mais changés par la ville. Ils réussiront peut-être mieux que d'autres dans la vie, dit le vieux. En tout cas,
elles ont de l'audace. Sa femme, qui ne connaissait ni la ville, ni ce genre d'individu, écoutait sans commentaire. Mais chaque fois qu'il repensait au vieux solographe malgré lui, elle éclatait d'un rire qui se transformait vite en une quinte douloureuse. Il devait prendre maintes potions balsamiques pour l'arrêter. En tant qu'influence, Bouchaïb aurait dû dénoncer le comportement de ces jeunes gens irrespectueux des coutumes et n'en fit rien. Il avait lui-même pas mal picolé lorsqu'il errait après un avenir insaisissable, de bourg en bourg et de ville en ville, affamé, presque nu, les yeux fiévreux et la laine fétide. Combien de fois n'avait-il pas trouvé la paix dans l'alcool et ses adjuvants, hein? Il buvait alors la mahia des Juifs, car le vin était interdit aux musulmans. Seuls les Européens et leurs séides y avaient droit. Mais on pouvait aisément se procurer du whisky dans les vases américaines. Il suffisait de connaître un ouvrier du coin. On pouvait même y acheter des armes légères. Une base américaine était alors comme un marché libre, un vrai passoire. Ayant expliqué à sa femme pourquoi il n'en voulait pas à ces jeunes gens, il ajouta: après tout, s'ils boivent, c'est la faute de leurs parents qui vendent du vin dans leur épicerie. Hein? C'est qu'on s'enrichit vite en vendant du vin et des alcools aux Arabes. Les Arabes boivent beaucoup plus que tous les autres et engloutissent toute leur économie dans la boisson. Ils font des stocks chez eux pour passer le ramadan ou les fêtes religieuses. Un Arabe boit pour fuir la réalité. Il se drogue et il boit. Depuis peu, les chleux suivent la même pente. Ils appellent ça la modernité. Autrement dit, qui ne boit pas n'est pas moderne. C'est un débile, un rebut de l'histoire humaine, un attardé mental, un moins que rien en somme. C'est lumineux comme préjugé, hein? Mais une chose en entraînant forcément une autre. Beaucoup de ceux qui s'adonnent à l'alcoolisme font faillite, et se clochardisent. N'entends-tu pas dire souvent: un tel a bouffé son fonds de commerce, hein? C'est qu'elle a tout liquidé en alcool et en pute. Voilà ce qu'il faut entendre par là. Au souk même, le vin est en vente sous le manteau. Ne s'en procurent que ceux qui ne peuvent pas s'en passer. Ceux-là se cachent pour siffler leurs bouteilles. On ne les voit jamais dehors quand elles ont bu. Elles risqueraient 6 mois de prison pour ivresse publique. Aussi se tarent-ils comme des rats pour s'enivrer entre copains. Mais parfois ça se termine mal, très mal. Il y a eu un meurtre au souk, il n'y a pas si longtemps, un meurtre lié à l'alcoolisme. Une beuverie suivie d'une bagarre. On s'était battu pour des bouteilles. Tu vois, ça c'est la modernité. Elle est dit dans les Écritures saintes: tu ne tueras point. Mais l'homme n'en fait qu'à sa tête. Il tue, il vole, il ment. Il tue parce qu'il a peur. Il a tout le temps peur de tout, y compris de lui-même. Au souk, il y a toujours eu des prostituées. Ce n'est donc pas une nouveauté. Au village même, il y en a une ou deux. La plus connue, c'est la veuve Untel. Le monde n'a jamais été propre alors. Tout ça ne t'alarme donc pas? Dit la vieille. Non, pas du tout. Le temps est le principal acteur de l'histoire. Il modèle les uns et les autres selon ses caprices. Tu vois comme il change tout au fur et à mesure. Rien ne lui résiste, aucun être, aucune chose. Allah est le plus grand. Wassalam. Je remarquais que tu écrivais quelque chose. C'est quoi donc? Oh, de la poésie berbère. Mais
Tu n'es pas un Rice. Tu n'as pas d'instrument de musique. Et la poésie est en elle-même une musique. Elle n'a besoin que de ses propres rythmes, affirma le vieux. Et qu'est-ce que tu comptes faire de ces écrits? Oh, rien. Pourrais-tu m'en dire un, une autre fois? Ils étaient une fois de plus sur la terrasse. L'été tirait presque à sa fin. Les moissons avaient été bonnes, la récolte des olives et des amandes aussi. Comme toujours, la vieille préparait son tagine pendant que le vieux fumait et sirotait du thé. Et comme toujours en été, l'espace était splendide. Des milliards d'étoiles illuminaient le firmament. De temps à autre, une météorite fondait l'atmosphère en un trait rouge qui s'évanouissait rapidement. Dieu est en train de lapider le diable, disaient les anciens à la vue de ces phénomènes cosmiques. Bouchaïb ne croyait pas à cela. Il connaissait bien l'astronomie. Il avait lu tant et tant de livres qu'il eût écrit lui-même si le sort ne s'en était mêlé. Mais il ne regrettait rien. Cette poésie berbère qu'on lirait peut-être un jour était son unique plaisir. Mais qui s'occupait de la poésie berbère? Mais qui s'occupait de la poésie berbère? Elle écrivait donc pour lui-même, comme l'avaient fait certains frères dont on découvre aujourd'hui seulement les œuvres poétiques. Mais c'étaient des sophies. Bouchaïb avait confié quelques copies de ses poèmes à l'imam de la médersa, qui les avait lus et aussitôt rangés avec d'autres manuscrits dans sa bibliothèque. Cet imam avait dit: ces poésies sont belles, un trésor pour le futur. Rien ne se perd. En as-tu d'autres? Non, tout est là. C'est bon. Le fumet de tagine embumait l'air. Le chat noir, mort depuis longtemps, avait laissé sa place à un autre chat, roux celui-là. Un chat fauve, semblable à une boule de feu. Il n'avait pas connu son prédécesseur. Mais il se comportait exactement comme lui. Il adorait ses maîtres, qui le gavaient. Le chat sentait l'affection qu'ils avaient pour lui.